Herbuche, bonsoir, nous sommes à la librairie Vincent. Vous venez de publier Le Sabre et l'Esprit aux éditions de Passy. Le sabre, c'est quoi? Et l'esprit, c'est quoi? C'est l'incarnation. D'abord, c'est une formule de Napoléon Bonaparte qui dit que à la longue, l'esprit l'emporte toujours sur le sabre, alors que pourtant c'était quelqu'un qui maniait plutôt le sabre. Donc il voulait rendre hommage, ou en tout cas souligner le rôle sur le long terme des institutions civiles et des institutions culturelles qui finissent par gangréner même les pouvoirs autoritaires quand finalement il y a une forme de travail de sape. Mais derrière ça, c'est surtout, et c'est ce que j'ai voulu montrer dans mon ouvrage, l'opposition entre la mondialisation et l'État-providence, l'État-nation protecteur et la mondialisation, qui pour moi est une opposition qui parcourt l'histoire depuis les premières sociétés humaines, donc ce que j'appelle le territoire ethnique et l'homme-monde, un territoire où un groupe humain finalement va sur ce territoire obtenir une forme de protection du groupe et d'affiliation à ce groupe, et d'un autre côté un modèle où les individus circulent et vont fertiliser justement les territoires ethniques. Et donc j'ai voulu montrer comment aujourd'hui, et depuis les premières sociétés humaines, et jusqu'à aujourd'hui, donc ça explique beaucoup des dynamiques et beaucoup des déboires dans lesquels on vit, et en particulier des questions d'endettement, par exemple, ou la rivalité entre la Chine, les États-Unis, ou les problèmes de la France d'aujourd'hui, peuvent s'expliquer par cette dualité et cette confrontation entre le modèle de l'État-providence et la mondialisation. C'est un peu les somewhere et les anywhere, non? C'est cette opposition-là? Pas tout à fait, c'est-à-dire que là c'est un peu une notion journalistico-sociologique, c'est-à-dire que il n'y avait pas de somewhere et d'anywhere sous l'Empire romain. Les gens pouvaient bouger et se sédimenter d'une certaine manière, se sédentariser dans d'autres endroits. Et donc ils sont pas à ce moment-là, ils deviennent somewhere quelque part à nouveau, mais ils vont pas rester comme des espèces d'individus complètement désaffiliés de toute communauté toute leur vie. C'est pas ça, c'est un concept un peu fumeux, je pense. Alors c'est un livre d'histoire aussi. Oui. Est-ce qu'on peut dire que c'est un livre d'histoire anthropologique? Oui, c'est-à-dire que je pense qu'il y a des éléments très structurants dans la société humaine. Justement, la volonté de protection et le fait de chercher protection derrière un groupe. L'État-providence, c'est en fait sa singularité, sa particularité, c'est que ça désaffilie les individus et ça les protège, même s'ils ne font pas partie d'un clan, d'une famille, d'une corporation. L'État-providence, c'était déjà en germe sous l'Ancien Régime, quand le roi se doit de protéger tous ses sujets, même si ces sujets ne sont pas forcément d'une corporation ou d'une famille ou d'une religion. Donc il y a déjà le souverain et quelque chose déjà qui annonce l'État-providence. Ensuite, l'État-providence va protéger tout le monde, quel que soit justement leur devenir, leur appartenance sociale ou professionnelle. Donc ça, c'est quelque chose d'anthropologiquement important. De la même manière que je dirais les pérégrinations, les voyages et la façon dont l'homme va avoir le monde pour champ d'action et va donc se déplacer et déplacer ses techniques, ses idées et enrichir d'autres sociétés sous certaines conditions. Ça aussi, c'est une réalité anthropologique. Mais pour que ça marche, il faut que certaines conditions soient réunies. Et aujourd'hui, justement, on voit bien que les flux migratoires, par exemple, sont plus déstabilisants qu'autre chose. Et de la même manière, donc il faut ça aboutit aussi à déstabiliser les États-providence. Ça aboutit à ce que les États-providence, pour penser les plaies de la mondialisation aujourd'hui, se sont lancés dans l'endettement. C'est le problème numéro 1 de la France. L'État s'est archi-endetté pour compenser les dégâts industriels et sociaux de la mondialisation. Et donc aujourd'hui, on est au cœur de cette opposition en France. Et ce qui va faire tomber le gouvernement Barnier, ça va être ça. Et ce qui va provoquer la crise de régime, ça va être ça. C'est-à-dire que la cohabitation de la mondialisation et de l'État-providence devient impossible en France parce que le coût de l'État-providence devient trop élevé et pour les atteintes des objectifs de l'État-providence deviennent trop élevés au regard des tensions liées à la mondialisation. Est-ce qu'on peut faire un rapport entre ce livre et l'élection de Trump? Il y a toujours des ambiguïtés dans les phénomènes sociaux. Trump, c'est à la fois la volonté pour les États-Unis, c'est une volonté protectionniste et isolationniste qui ressurgit à échéances régulières dans l'État, dans l'histoire américaine. Et de ce point de vue-là, d'ailleurs, il n'y a pas tellement de différence entre Biden
Obama et Trump, ils étaient tous les deux sur un même train, comme diraient les anglo-saxons, d'isolationnisme hein, par rapport à ce qu'on avait connu dans les années 90-2000. Reagan, c'était par exemple le nationaliste américain, mais très 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 favorable aux échanges internationaux, ce qui n'était pas le cas d'Obama, ce qui est beaucoup moins le cas naturellement de Trump. Donc c'est plus complexe que ça la situation. Donc à la fois c'est une forme d'isolationnisme, en même temps c'est quelqu'un qui veut restaurer la puissance américaine vis-à-vis de la Chine. Hein, son grand souci, le grand souci de la classe dirigeante américaine aujourd'hui, c'est pas l'Europe, ils sont contre-foot, c'est pas la Russie non plus, parce qu'ils pensent que de toute façon c'est quand même une puissance assez faible aujourd'hui. Il faut rappeler que le PIB de la Russie a été dépassé par celui du seul Texas récemment. Le Texas, c'est plus riche que toute la Russie, bon, malgré toutes les matières premières de la Russie. Et donc, leur sujet, c'est la Chine, et ils veulent trouver les moyens d'empêcher l'émergence d'un contre-pouvoir en Asie, autour de la Chine. C'est surtout ça. Plus que des BRICS, d'ailleurs. Les BRICS, ils s'en foutent aussi, ils n'y croient pas. Ce qui les intéresse, ce qui leur importe, c'est la puissance potentielle de la Chine, et ça, Trump va s'atteler avec un certain nombre de gens, dont Musk en particulier, à scier à la base. Bon, bah écoutez, merci. On rappelle le titre de votre livre, Le sabre à l'esprit, comprendre le nouveau désordre mondial, aux éditions de Passy. Merci.